Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Espace TV. Voici le sommaire de ce journal. Dans les prochains jours, l'Assemblée nationale sera dotée d'un nouveau règlement intérieur. Le texte vient d'être amendé par la Commission des lois, mais il ne fait pas l'unanimité à cause des incohérences et de certaines violations de la loi qu'il comporte. Découverte macabre d'un corps en état de décomposition dans le lac de Yataya ce lundi aux environs de 18h. Jusque-là, le corps n'a pas été identifié. Il a été remis aux autorités pour les inhumations. En France, le procès de Béatrice Hurette, ex-sympathisante FN, qui avait aidé un des Iraniens faisant partie des bouches cousues de la jungle de Calais à rejoindre l'Angleterre en bateau, a débuté ce mardi au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. Encore une fois, bonsoir. Encore un état de décomposition a été découvert dans le lac de Yataya ce lundi aux environs de 18h. Il a été repêché ce mardi matin et remis aux autorités locales pour inhumation sans être identifié. Compte rendu Mamadou Kalisso et Alseni Kamara. Il s'agit d'un jeune homme robuste de taille moyenne. Il a été repêché par les sapeurs-pompiers ce mardi matin. Il n'a pas pu être identifié. Le corps a été restitué aux responsables locaux pour être enterré au bord du lac sur l'autorisation du procureur de la République. C'est un jeune, on ne connaît pas, on ne peut pas le dévisager. Bon, on a reçu l'ordre de monsieur le procureur parce qu'il est en état de décomposition, on ne peut pas l'amener maintenant à l'hôpital. Il a ordonné à ce qu'il soit enterré ici. Cette zone est réputée dans le phénomène d'insécurité grandissante à Conakry. Selon des informations recueillies sur place, ce coin du lac pratiquement inaccessible serait un nid qui abriterait des hors-la-loi. C'est un lieu insécurisé, totalement, vous avez constaté vous-même, c'est un lieu totalement insécurisé. Donc c'est un nid des gens qui prennent le chanvre indien. Et quand on prend le chanvre, vous savez les conséquences que ça va en venir. Au dire des autorités locales, ce n'est pas la première fois que des cadavres sont découverts dans ce lac. Cette situation inquiète plus d'un citoyen de ce quartier. Le lac là est devenu un dépotoir de cadavres. Un dépotoir totalement de cadavres. Il y a des enfants qu'on jette là, soit on les tue ici ou on les tue ailleurs, on vient les jeter ici. Et c'est l'eau là que les gens boivent. C'est extrêmement grave. Au moment où nous quittions les lieux, les causes réelles de la mort de ces jeunes inconnus n'étaient pas déterminées. Même si la plupart des personnes interrogées réfutent la thèse d'une quelconque noyade. L'Assemblée nationale sera dotée dans les prochains jours d'un nouveau règlement intérieur. Le texte vient d'être amendé par la Commission des lois. Cependant, il fait l'objet de controverses. Des députés comme Elhadj Dembo Sylla, des libéraux démocrates notent des incohérences et certaines violations de la loi qu'il comporte. Reportage Mamadou Boy Diallo et Amara Alex Sylla. Le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale au cœur de la controverse. En cause, des avantages que veulent s'arroger les députés, mais surtout la substitution du nouveau projet de loi portant règlement intérieur de l'institution. Voici la version originale du texte, cachetée et paraphée par le président de la commission des lois. À côté, la version substituée ne comportant ni cachet, encore moins paraphée. C'est cette dernière qui a été distribuée aux députés en lieu et place de l'original. Une situation que déplore ce député. Ce qui est contenu dans cette fausse version est à l'encontre de ce qui se trouve d'abord dans la version, l'original, la vraie version de la commission des lois, et de ce qui se trouve dans l'ancien règlement intérieur. Donc cette fausse version s'oppose et au projet de la commission des lois et à l'ancien règlement intérieur. Dans ce nouveau règlement, il est question d'une augmentation du salaire des députés de l'ordre de 111%. Pour Elhadj Dembo Sylla, le contexte économique ne s'y prête pas. Quand on regarde aujourd'hui la situation dans notre pays, c'est vrai que les députés doivent, de par leur statut, pour profiter de certains avantages, comme ça se passe partout dans le monde.
Mais il faut que ces avantages-là soient mesurés, modérés par rapport à la situation économique et sociale du pays. Autre incohérence du nouveau règlement, le statut des députés qui démissionnent du parti sous la bannière duquel ils ont été élus. Dans l'article 7 par exemple, et je crois qu'à l'article 75, ils ont frauduleusement fourré des idées comme pour dire que le député qui, par exemple, en législature quitte le parti à l'Assemblée, le parti par lequel il est arrivé, perd son mandat. Ça, c'est contraire à la Constitution guinéenne. Le nouveau règlement intérieur du Parlement qui fait objet de contradiction sera soumis pour adoption ou pas aux députés le 4 juillet prochain. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI, toujours dans l'impasse, l'institution plongée dans une crise qui mène les rapports entre le président Bakary Fofana et la majorité des commissaires en raison du refus de celui-ci d'accepter d'instituer un comité de gestion de trésorerie. Les commissaires s'impatientent. Si rien n'est fait, Bakary Fofana pourrait être contraint à une démission. Les explications de Kadia Diallo et de Ibrahima. La crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante est loin de s'estomper. La récente plénière a statué sur la création d'un comité de trésorerie permettant à l'institution de veiller à la gestion des ressources qu'elle dispose, afin d'instaurer la transparence dans son fonctionnement. On a évoqué dès le départ d'un comité de trésorerie à cause de la gestion que nous ne comprenons pas. Mais notre règlement intérieur mentionne dans l'un de ses articles la création d'une cellule de gestion des moyens matériels et financiers. La commission que nous avons mise en place a travaillé toute la semaine dernière et aujourd'hui nous devons nous retrouver pour adopter le document fait. Parce qu'on a dit que c'est la plénière qui va valider le document. Et le document qui est validé en plénière, le président doit le signer parce que lui-même il est membre de la plénière. Cette idée de création du comité de trésorerie, au départ, n'était pas du goût du président de la CENI. Bakary Fofana objecte et rejette cette volonté de la majorité des commissaires de contrôler sa gestion, jugée opaque. Finalement, il se désiste pour marquer son approbation verbale. Ce mardi, une autre plénière a été programmée pour valider le document ébauché. Les commissaires mettent en demeure leur président pour toute tentative de se raviser en refusant d'apposer sa signature. Je pense qu'il va signer puisque c'est nous tous qui avions décidé. S'il a des suggestions à faire, c'est pendant la plénière. Ce n'est pas que quand on va lui envoyer le document, il va prendre lui seul s'asseoir et barrer certaines choses. Non. C'est la commission qui adopte un document, la plénière plutôt, qui adopte un document. Et lui, il ne fera que signer. Si ce n'est pas fait dans ce sens, on prendra d'autres dispositions, on prendra acte de ce comportement. Et nous pensons qu'à l'étape actuelle, on n'est pas dans les difficultés où il dira qu'il signe ou il ne signe pas. Il doit signer. Aux dernières nouvelles, Bakary Fofana n'aurait pas signé le document assorti de la précédente plénière. Il émet le souhait de lui permettre de prendre connaissance du contenu avant de procéder à sa signature. Les commissaires, quant à eux, décrient cette démarche et sollicitent sa signature en plénière. Les prochains jours nous édifieront sur cette crise qui est loin de connaître son épilogue. Et sur un autre plan, l'examen du BEPC débute ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Certains centres d'examen comme le collège Kipé sont prêts à accueillir les candidats et d'autres par contre comme le lycée Léopold Sédar Senghor semblent avoir un contretemps du constat de nos reporters Mariam Nabé et Aliouba. La session 2016-2017 du brevet d'études du premier cycle démarre ce jeudi. À moins de 48 heures, le collège Kipé dans la commune de Ratoma est préparé pour les épreuves. Le listing est affiché et les PV mentionnés sur les bancs dans ce centre d'examen qui va accueillir 368 candidats, dont 145 filles. Nous avons reçu ce matin les fournitures en matière de cahiers de brouillon, de fiches, de feuilles de table et de la craie.
Les PV d'appel étaient déjà là il y a près de 4 jours. Nous avons fait la répartition avec un ratio de 30 élèves par salle. Nous avons numéroté les bancs, nous avons affiché, et nous avons préparé le secrétariat. Nous sommes venus pour voir nos salles et nos PV. Avec les amis, nous sommes dans la même salle. Le lycée Léopold Sédar Senghor dans la commune de Matoto, lui, traîne encore le pas. Néanmoins, le responsable du centre se justifie. Vouloir mettre les PV très tôt sur les tables, c'est que ça va s'effacer et c'est maintenant même que nous recevons la plupart du matériel. Le listing est arrivé il y a 3 jours. Ce matin, on va chercher les cahiers de brouillon, les feuilles d'examen et même la craie, ce matin, on va voir. Mais nous allons fournir d'autres efforts pour essayer, puisqu'on a un stock de craie à réserve, on va porter les PV tout de suite là et demain maintenant, nous allons afficher les listes pour ne pas que les enfants viennent déchirer les listes avant. Donc c'est toujours 24 heures avant l'examen que les enfants viennent découvrir leur salle. Donc on n'est pas en retard. Ce mardi, un conseil extraordinaire s'est tenu au ministère de tutelle pour le déploiement des superviseurs préfectoraux et régionaux sur le terrain. Ils vont se limiter seulement à superviser la passation des épreuves. Après ils rentrent, ceux qui sont dans les régions, parce que vous savez le brevet c'est un examen régional. Donc ils vont rester pour suivre non seulement le déroulement des examens, mais ils vont rester pour suivre le secrétariat et encore la correction. C'est après la correction qu'ils vont rentrer. Pour un effectif de 127 782 candidats, un agent de sécurité sera affecté dans chaque centre et 2 surveillants par salle. Signature d'un partenariat entre l'Institut Polytechnique de Paris et l'Institut Polytechnique de Conakry. L'objectif est de faire des classes préparatoires en Guinée permettant aux étudiants guinéens de poursuivre les études en France et dans d'autres pays du monde. Un autre aspect important de ce partenariat est de qualifier le système éducatif guinéen et pas seulement renforcer la capacité opérationnelle des futurs cadres. Alcénie Bari et Yacouba Traoré. L'idée est de pouvoir sélectionner les meilleurs étudiants guinéens et leur offrir un large éventail de débouchés, soit dans les écoles d'ingénieurs françaises ou celles guinéennes. L'initiative était attendue depuis 2 ans. Ce partenariat va nous permettre de mettre en place, en tout cas dans les meilleurs délais, et ce n'est pas facile, des classes préparatoires pour l'entrée dans les grandes écoles, aussi bien en Polytechnique que les grandes écoles françaises, mais aussi les écoles d'ingénieurs en Guinée, parce que jusque-là, il n'y a pas de critères de sélection pour l'entrée dans nos écoles d'ingénieurs, que ce soit l'école des mines de Bokeh, que ce soit Polytechnique Conakry ou l'Institut de technologie de Mamou, entre autres. Donc, ils vont nous aider à mettre en place tous les curricula possibles, tout l'aspect, prendre en compte l'aspect pédagogique, parce que c'est très contraignant. La mise en place d'une classe préparatoire, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup d'équipements. La maîtrise des mathématiques et physique est fortement démise. Ces étudiants recevront des cours théoriques et pratiques intenses. Leur abnégation, leur capacité intellectuelle leur permettront de tenir le rythme, aussi bien en Guinée qu'en France. Ces classes préparatoires devront durer 2 ans. Pendant ces 2 ans, les étudiants reçoivent une formation scientifique de haut niveau et surtout, les classes préparatoires apprennent aux étudiants à travailler vite et bien. Donc c'est aussi un apprentissage d'une façon de travailler. C'est-à-dire on travaille très très vite, on comprend les dossiers très très rapidement, les problèmes très très rapidement, on est capable de les analyser très rapidement et on est capable de trouver des solutions originales et aussi qui soient des solutions justes. Pour aboutir, il faudra tout d'abord avoir une interface entre l'État guinéen et l'Institut Polytechnique de Paris. Ensuite, outiller les professeurs sur le modèle pédagogique de l'enseignement de ces cours. On doit revoir les programmes de formation en ce qui concerne cette école doctorale, désigner des professeurs qui doivent assumer les cours et probablement des professeurs qui ne seront pas disponibles sur le terrain, chercher à combler ce déficit-là à travers les professeurs de Polytechnique de Paris. Le ministre de l'Enseignement promet de tout mettre en œuvre pour démarrer les cours dès l'année prochaine.
La Fondation de la Première Dame de la République assiste le ministère de l'Enseignement préuniversitaire dans les préparatifs du BEPC et du bac. Elle a offert ce mardi au département un lot de médicaments pour la prise en charge des candidats qui auront des malaises tout au long des examens. Malik Siangana Kamara et Gibril Kabak Kamara. Dans quelques jours, les candidats au BEPC et au bac seront dans les salles d'examen. À cette période fatidique, certains tombent malades, outre les cas de malaise. Après l'exécution de son projet dans les écoles en 2012, la Fondation Prosmi élargit son aide au sein du système éducatif guinéen pour les 35 centres d'examen de Conakry. Des cartons de médicaments à leur service pour faire face aux urgences. À l'occasion de cette fin d'année scolaire, la Fondation Prosmi a décidé de venir en appui aux 35 centres d'examen Conakry en les dotant en médicaments pour faire face à des cas d'urgence. Bonne chance. J'émets le vœu que durant les 2 semaines pendant lesquelles se dérouleront ces épreuves, que ne soit enregistré le moindre cas de maladie ou de malaise préjudiciable au résultat final des candidats. Ému, mais pas surpris de ce don, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire a rassuré la Fondation Prosmi du bon usage de ces médicaments. Ces enfants diversement vivent des conditions de vie différentes. Vous allez transmettre à la Première Dame que les médicaments qui ont été mis à notre disposition seront utilisés à bon escient. Ça ira dans les centres. Les enfants vont se rendre compte que la Première Dame est venue à leur secours. Ils sont 127 000 candidats à affronter les épreuves du BEPC à partir de ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Dans les années à venir, la Fondation Prosmi entend élargir ses gestes aux autres préfectures. Un autre conflit domanial dans le quartier Tannery. Cette fois, c'est une vieille dame qui se retrouve expulsée par une femme qui prétend être propriétaire par voie de succession. Ce mardi, un groupe de policiers a débarqué tôt le matin pour exécuter une décision d'impulsion, une démolition spectaculaire qui a mis tout le voisinage sous le choc. Abdourahmane Ba et Ibrahima Souma. Dès l'aube, cette famille s'est réveillée dans une panique totale. Un groupe d'hommes en tenue a fait une descente musculée pour sortir la vieille Fanta Yabi dans cette maison démolie. Une femme que la famille nie connaître toute origine réclame la propriété du domaine qui, selon elle, lui revient par droit d'héritage. Cette vieille n'en vient pas. À en croire ses propos, ce lieu lui a été légué par son oncle depuis le premier régime. Avant de me léguer ce domaine, il n'avait ni femme ni fortune. Les cabarets qu'il avait, il m'a installé dans l'une et s'est installé dans l'autre. Il m'avait donné les papiers de ce domaine en disant que personne n'a le droit de te déranger ici, parce que si tu n'avais pas pris soin de moi, je n'aurais pas pu avoir cet âge. À entendre la version de cette famille et lire le contenu de la décision judiciaire qui lui est notifiée, cette affaire est parsemée de nuances dans les versions des deux parties en conflit. Pour les expulser, ces documents sont montés de toutes pièces. Ces mêmes pièces indiquent que Mme Diaby s'est installée dans la maison en 1996. Une explication contraire à celle apportée par Mme Diaby. Le voisinage est sous le choc. Il estime que la plaignante a travesti la réalité. Elle a commencé à nous poursuivre sous le nom de Shérif Camara sans succès. Alors elle est revenue récemment avec le nom de Balia Keita. Si ce n'était pas la faiblesse de la justice guinéenne, il n'y aura même pas de procès. C'est le propriétaire d'ici qui lui a légué le domaine parce qu'il n'a personne, ni enfant ni fortune à son compte. Il avait demandé à son frère de même sang de laisser sa fille rester à côté de lui pour ne pas mourir sans quelqu'un auprès de lui. Aujourd'hui, cette vieille dame et sa famille n'ont pas où dormir. D'après nos sources, la femme a profité de la mort du conseiller du quartier qui était imprégné de la situation pour expulser la famille.
Et cela fait 3 ans que les travaux de rénovation du stade de Macenta ont débuté. 3 ans que les jeunes s'entraînent dans les cours des écoles. L'entreprise Somaco, chargée d'exécuter les travaux, a déserté le chantier et rien ne se dessine pour relancer les travaux. Reportage Mamadou Saluba et Gibril Kabak Kamara. Les habitants de Macenta n'avaient pas pu garder leur joie quand ils ont appris que les travaux de construction des nouveaux stades ont été lancés dans la préfecture. Dans 2 ans, ils pensaient se sauver de la pluie sous la nouvelle toiture. Erreur de perception, le chantier est abandonné. Personne ne sait où se trouve l'entrepreneur et personne ne sait pourquoi. On a été très étonnés de voir le chantier arrêté. Et jusqu'ici, il n'y a pas une explication claire. Voilà pourquoi nous nous réservons, parce qu'on ne connaît pas la cause réelle de l'arrêt des activités. Aujourd'hui, ces barres de fer représentent un danger pour les enfants. Le rêve de vivre sous un nouveau stade commence à s'envoler. Les jeunes ont cherché des informations au niveau de la DPJ ou de la préfecture. Aucune suite. Quand Ebola a pris fin, il fallait reconstruire le centre moderne de l'épidémie Ebola. Donc l'entreprise qui avait le chantier là s'est dirigée vers là. Ils nous ont fait comprendre qu'après la construction du centre de traitement qui se trouve à Bamala là, qu'ils vont revenir continuer sur le chantier. Et c'était la même entreprise. Et depuis là, ils ont terminé l'hôpital, puis ils sont rentrés. Depuis l'arrêt des travaux en 2014, Macenta peine à participer à la Coupe nationale. Lors de la dernière compétition en Zérékoré, les jeunes de Macenta ont appris que c'est parce qu'ils n'ont pas de stade qu'ils ont été éliminés. Autant dire que l'arrêt des travaux impacte beaucoup sur le football à Macenta. Macenta était appelé le Brésil de la forêt. Parce que Macenta produisait des grands footballeurs, de très bons joueurs. Mais depuis que nous avons connu cette crise, vous constaterez que Macenta, on a cessé de parler de Macenta quand il s'agit du football de la Guinée. Pour voir leur stade achevé, ils ont organisé des tournois au nom du chef d'état-major, le ministre Luceni Camara, et même au nom du président de la République. Mais l'initiative tarde à montrer ses résultats, aucun choix ne s'impose à eux. Il faut compter sur l'ancien stade. Ainsi s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci de votre attention et bonsoir.